La nouvelle classe politique de l'opposition appelle à une quatrième république, un concept curieux et même dangereux, diront certains, mais que nous allons découvrir avec vous tout à l'heure dans cette nouvelle édition des enjeux. Ainsi va la République démocratique du Congo avec sa dynamique classe politique. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Nos rituels n'ont pas bougé d'un iota. Découvrons à présent l'invité du jour. Vous l'avez deviné, c'est Eje Omo. Alain Bolodjoa Ibola. Alain Bolodjoa est licencié en sciences économiques de l'Université pédagogique nationale et chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Il embrasse la politique trop jeune avec les FONUS en 2002. Après un bref passage à la majorité présidentielle, Alain Bolodjoa Ibola initie en 2019 la nouvelle classe politique de l'opposition, un caucus des politiciens non alignés. Alain Bolodjoa. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois dans le jeu. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, on s'installe. Merci. Depuis un certain temps, on vous suit dans les réseaux sociaux, dans l'espace médiatique, mais il ne se passe pas un seul instant sans que vous tirez à boulet rouge sur l'actuel régime. Pourquoi cet acharnement à l'endroit du nouveau pouvoir? Bon, en fait, comme vous le savez, j'étais membre de la majorité présidentielle. Tout à fait. Un kabiliste est patenté. Bon, je ne dirais pas kabiliste, mais membre de la majorité présidentielle. Je soutenais une vision, la vision du changement. Et fort malheureusement, on s'est rendu compte que le système était un peu grippé. Il fallait du sang nouveau. Et nous avons opté pour soutenir l'avènement du changement par le biais de l'opposition. Et fort malheureusement, bien que cette opposition s'était résolue de dégager un consensus pour avoir un candidat commun, et fort malheureusement, dans cette opposition, il y avait quelqu'un qui a préféré basculer pour aller soutenir le pouvoir, ou sinon M. Kabila. Aujourd'hui, c'est qui c'est quelqu'un? C'est M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Nous nous rendons compte que on a connu une alternance, bien que de façade, mais on n'a pas expérimenté l'alternative. Parce que notre souci, c'était de voir le Congo changer, même sa manière de gouverner. Et fort malheureusement, à cause de M. Félix Tshisekedi et ses alliés, nous avons aujourd'hui la continuité du même système. Et fort malheureusement, ces systèmes accusent beaucoup de faiblesses, que ce soit sur le plan conceptuel, même sur le plan fonctionnel. Il y a plus de conflits que de solutions. Avant l'avènement de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays, on avait certes des problèmes, la pauvreté. Mais aujourd'hui, nous avons une forme de désharmonie au niveau institutionnel, justement, parce qu'il y a un sérieux problème de mode d'accession au pouvoir. Bref, tout Congolais conscient ne peut pas soutenir ces systèmes. Alors là, c'était juste une façon pour nous de planter les décors. Nouvelle classe politique de l'opposition. Un parti politique, une dynamique, une asbelle. On voulait un peu vous découvrir davantage. Bon, nouvelle classe politique n'est qu'un caucus qui regroupe en son sein de politiciens non alignés. Ceux qui ne sont pas jusque-là membres de partis politiques, parce qu'en son sein, il y a ceux qui étaient de la majorité ancienne, bon, la même majorité qui continue, il y a ceux qui étaient dans l'opposition et d'autres qui viennent de la société civile. Nous disons qu'il faut prôner les changements avec ces difficultés. Nous devons mettre l'accent sur une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire gouverner autrement bien. Et voilà pourquoi nous sommes résolus d'avoir un caucus. Et dans ces caucus, nous avons pour mission de créer 3 partis politiques à tendances idéologiques différentes. Il y aura un parti libéral, un parti socialiste et un parti centriste.
C'est-à-dire faisant partie de la nouvelle classe politique de l'opposition. Parce que nous voulons réduire les champs de débat. On ne peut pas avoir 3800, 600 partis ou 700 partis politiques. Nous voulons déjà, au niveau de notre caucus, avoir les trois tendances. Bien que sur le plan idéologique, on n'aura pas beaucoup de choses en commun, mais au moins sur le plan doctrinaire, ça peut nous ramener à avoir un regroupement politique basé essentiellement sur la doctrine. Et cela va permettre à ce que nous puissions convaincre la population à nous donner la possibilité de briguer de postes ou sinon de soutenir un candidat qui sera président de la République pour qu'effectivement nous jouons notre rôle. C'est celui de faire du Congo une grande nation au cœur de l'Afrique, permettre à ce qu'il y ait effectivement les changements pour que la population ne puisse plus vivre dans ces contrastes d'un pays potentiellement riche avec une population excessivement pauvre, avec une pauvreté déshumanisante. Bref, nous sommes là comme une nouvelle classe politique, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, ce n'est pas un parti politique, mais nous allons en créer. Alain Bolodjoa, cette nouvelle classe politique de l'opposition, une nouvelle trouvaille à la congolaise, appelle déjà à l'avènement d'une 4e République. C'est quoi cette histoire? Effectivement, parce que, comme vous le savez, dans le débat actuel, il y a souci de réformer les institutions. Mais fort malheureusement, que ce soit nos aînés, que ce soit nos amis qui sont dans le pouvoir comme dans l'opposition, dans la résistance, je parle ici de la Mouka, il y a un sérieux problème d'analyse. Nous considérons pour notre part que réformer, il faut que la base soit correcte, il faut que la base réponde à la norme. On ne peut pas réformer ce qui est détruit. Il faut détruire pour reconstruire. C'est-à-dire, nous parlons plutôt de l'avènement. Il faut faire une sorte de tabula rasa. Pas totalement, pas nécessairement. Mais quand on dit détruire pour reconstruire. Non, mais détruire, effectivement. N'ayons pas peur des mots, appelons les chats par son nom. Le problème, c'est que nous n'allons pas changer l'armée. Nous n'allons pas changer la configuration actuelle. Nous voulons justement donner à la République la constitution de la 4e République. Prenons le cas du débat qui est actuellement en vogue dans notre pays. Non, rapidement une parenthèse. Une nouvelle république équivaut à une nouvelle constitution. Mais effectivement. Mais si tel est le cas, la République démocratique du Congo a dans son palmarès plus de 3 constitutions. Comment expliquer que jusque-là, on n'a qu'à faire à une 3e république? Non, mais c'était justement parce que dans la configuration, effectivement, on a connu beaucoup de constitutions. La Première République avait ses textes. Surtout sous les règnes du maréchal Mobutu. Effectivement, parce que ce qui change à ce niveau-là, c'est la philosophie. On a connu les premiers textes constitutifs. On a eu la constitution de Luluabu. Modification alambiquée. Non, mais effectivement, la révision ou la modification ne change pas la République. Ce qui change la République, c'est la philosophie. Ce sont les objectifs, c'est la configuration. Et des fois, on confond les républiques avec les présidents. Les présidents. Chaque fois qu'il y a un nouveau président, à la on pense, tête du pays, effectivement, avec lui, une nouvelle république. On a eu ces débats-là, heureusement, on a eu ces débats-là à l'avènement de M. Laurent Désiré Kabila. D'aucuns pensaient que c'était l'avènement de la 4e République. Non, on était dans la même configuration. Nous étions dans une situation de transition. Parce que ce qui a consacré l'avènement de la 3e République, c'est le nouveau pacte social, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée à ce jour. Et cette Constitution a donné une nouvelle philosophie gouvernementale. C'est-à-dire qu'elle a prôné pour la démocratie constitutionnelle. Alain Bolodjoa, quand vous appelez à l'avènement d'une 4e République, on a affaire alors à une nouvelle constitution. Non, mais effectivement, oui. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Okay. On va parler d'une nouvelle constitution, on va parler d'une nouvelle configuration. Parce que l'actuel a montré ses limites. Effectivement. On va parler de la fonctionnalité de l'État. Lorsque nous parlons de l'avènement de la 4e République, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de faiblesses à la 3e République. Et tout le monde constate aujourd'hui que nous sommes bloqués. Parce que lorsque la classe politique considère pour sa part que pour résoudre le problème, on doit réformer la CENI, nous disons non. Ça, ce sont des solutions comprimées aspirines, ce sont des solutions palliatives.
Parce que déjà, au niveau de la question électorale, dans le système électoral, il n'y a pas que la CENI. Il y a aussi la Cour constitutionnelle. Il y a eu des gens qui ont été proclamés élus par la CENI, mais qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle et révalidés par la suite. Des concepts qui n'apparaissent qu'au Congo. Ce qui veut dire qu'on doit refonder l'État. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une structure, bien qu'en béton ou en moellon, et fort malheureusement, il y a cassure déjà à partir de la fondation. Il y a un sérieux problème. Non, mais la structure, c'est-à-dire que nous parlons de l'État. L'État, en tant que bâtiment, a un sérieux problème. La cassure commence à partir de la fondation. Mais fort malheureusement, ceux qui prétendent... Un géant au pied d'argile, diront certains. Par exemple. Fort malheureusement, pour certains, on considère qu'on doit continuer à élever les murs. Alors que le problème se situe plutôt au niveau de la fondation. Nous considérons pour notre part que, en principe, la réforme ne doit pas se limiter au niveau de la CENI. Parce qu'il y a aussi la Cour constitutionnelle qui intervient. Dans les réformes de la CENI, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le principe. Mais fort malheureusement, il faut aussi réformer la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle ne peut pas être réformée au regard des dispositions de la même Constitution. Ce sont des dispositions qui sont voulues intangibles. On ne peut pas réduire le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Aucune instance ne peut changer la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi nous voulons donner une nouvelle constitution et une nouvelle configuration politique. Avant d'aller plus loin, vous dites, vous êtes d'accord avec les principes, réforme oui, et tout le monde, après petite observation, est d'accord pour ces réformes. Mais les problèmes là où les bas blessent, c'est les mécanismes, où je parlerai même de la forme, du cadre. Oui aux réformes, mais ces réformes doivent passer par où? Quel est le mécanisme? Voilà pourquoi nous disons c'est là où le bas blesse. Lorsqu'on veut réformer, on veut réformer le système électoral ou la CENI. Parce qu'en réalité, la CENI n'est qu'une composante. Lorsque vous changez la CENI, l'avantage pour la CENI, et voilà pourquoi c'est ce qui justifie même la position de la majorité de la classe politique. La CENI, sa configuration est définie dans une loi organique, contrairement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a sa configuration dans la Constitution. Ce qui veut dire que... Il y a aussi une loi organique. Non, la loi organique ne vient que renforcer. Mais la configuration de la Cour constitutionnelle est déjà constitutionnelle. Alors que la CENI n'a qu'une seule disposition, un seul article, de même disposition dans un seul article, l'article 211. On peut changer la CENI facilement. Un article d'annonce d'ailleurs. Oui, d'annonce. Et qui renvoie tout dans la loi. Mais avec la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le cas. Il y a déjà le principe qui est fixé, le mot d'accession et consort, et on renvoie le fonctionnement au niveau de la loi organique. Mais la problématique aujourd'hui, c'est la refonte ou sinon le changement du système, bon, je dirais la reconfiguration du système électoral. Nous considérons pour notre part que la CENI aura effectivement à changer sa configuration. Cela ne va pas poser des problèmes. Mais il faut aussi changer la Cour constitutionnelle. Il faut changer les missions de la Cour constitutionnelle. Parce que lorsqu'on va parler de notre vision sur le processus électoral, sur la problématique... Vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Mécanisme, ça doit passer par les institutions. L'Assemblée nationale et le Sénat, tout justement, sont là pour ça. Quand vous dites réforme, sous quel format? Non, nous ne disons pas réforme. Nous disons le principe de changer la configuration. Nous sommes d'accord. Nous ne parlons pas nous parlons de la refondation. C'est différent avec les réformes. Parce que les réformes se font dans un cadre... C'est un jeu sémantique. Non. Il y a une grande nuance que d'aucuns semblent négliger. Dans la réforme, on est dans la configuration usuelle, dans ce qui s'est fait. C'est-à-dire on peut peut-être ramener la classe politique à siéger, à réfléchir, et puis on amène au niveau institutionnel. Ça, ce sont des réformes. C'est-à-dire ce sont des réformes adaptatives. Mais nous pensons plutôt qu'on doit reconfigurer le système électoral. C'est-à-dire qu'on doit aller en profondeur. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui certifie ou sinon qui confirme les résultats de la présidence de la députation nationale. Nous disons,
La Cour constitutionnelle... Tant que la Cour ne l'a pas fait, ces résultats sont provisoires. Nous disons la Cour constitutionnelle doit se limiter à la présidence de la République. On veut renvoyer la confirmation des résultats de députés, que ce soit nationaux ou provinciaux, au niveau de la Cour d'appel. Là, on ne peut pas faire ça en dehors des institutions. Là, on ne peut pas faire ça dans le cadre actuel parce que personne n'a le pouvoir de revoir les compétences de la Cour constitutionnelle. Nous disons qu'on doit décentraliser la CENI. C'est-à-dire qu'au niveau de province, on doit commencer déjà à publier les résultats du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, déjà au niveau des provinces. Et la Cour constitutionnelle, au niveau national, ne va certifier ou confirmer que les résultats du président de la République. C'est déjà quelque chose qui ne peut pas se faire dans un cadre institutionnel parce qu'il n'y a aucune institution qui est habilitée à faire ça. Dans la décentralisation, nous disons qu'au lieu d'attendre les résultats au niveau du bureau national, nous préconisons plutôt la publication des résultats provisoires de la présidence et des autres au niveau de province. C'est ce que nous appelons les secrétariats exécutifs provinciaux. C'est-à-dire qu'après les élections, les provinces vont publier les résultats. M. Fayoulou a obtenu 5 000 voix. M. Félix Tshisekedi 12 voix. M. Fayoulou, M. Tel 50 voix. On publie déjà au niveau de province. Et lorsqu'on va arriver au niveau de la centrale électorale, au niveau du bureau national, qu'est-ce qui va se faire? On a déjà les résultats. On fait une compilation des résultats déjà publiés, déjà rendus publics. Et le bureau de la CENI ne va que donner les résultats globaux pour envoyer le procès verbal au niveau de la Cour constitutionnelle. Déjà, au niveau de la province, il y a déjà. Et les députés provinciaux ne vont pas introduire leur recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on ne peut pas quitter Arou pour venir déposer ça. On ne peut pas quitter Boudjala pour voilà. Kinshasa et la Cour constitutionnelle. Voilà. On va résoudre déjà au niveau de la Cour d'appel. On doit décentraliser décentraliser la CENI, décentraliser la justice. Et aussi par rapport aux compositions. Mais en quoi ces belles réformes doivent passer par une nouvelle constitution? Non, mais effectivement, parce qu'il faut changer la vision, il faut changer le rôle de la Cour constitutionnelle. Non, mais on peut se limiter à modifier quelques dispositions constitutionnelles. Non, mais on ne peut pas... Au lieu de chambarder, non, mais voilà faire pourquoi cette sorte de remue-ménage pour la loi fondamentale ou dans la loi fondamentale. Non, nous changeons la Constitution. Nous ne voulons pas réformer cette Constitution. Nous changeons la Constitution. La Constitution de la 4e République. Il n'y a pas que ça. Il y a même l'article 10 de la Constitution. Il y a autant de dispositions que nous allons changer. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que dans la Cour constitutionnelle, qu'il n'y ait pas de politiciens. Parce qu'on ne peut pas être juge du président et en même temps être nommé par le président. Non, mais dans la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de politiciens. Si, il y a 6 politiciens. Il y a 6 politiciens sur 9. Comment ça? Le président de la République choisit des juristes ou des politologues. La majorité parlementaire, bien qu'étant factice, parce que personne ne reconnaît cette majorité, c'est choisi 3 personnes. Et le Haut Conseil, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est choisi 3 personnes. Mais cela ne fait pas de politiciens. Non, mais ce sont des politiciens. Pourquoi c'est raccourci facile? Non, mais ce sont des politiciens. Ça a été démontré. Il suffit seulement de voir ce qui est. Ce sont d'abord des juristes, des politologues aguerris, non, on peut être juriste et politicien. Lorsqu'on est choisi par M. Félix Tshisekedi, dans une certaine mesure, on fait allégeance à M. Félix Tshisekedi. Mais on ne les choisit pas comme politiques. Si. Ils ne sont pas choisis sur la base d'une liste politique. Si. Ils sont choisis grâce ou à cause de leur savoir-faire, de leur background, de leur expérience. Non, le problème, c'est que c'est ce que la loi voudrait, c'est qu'il soit choisi sur base de ça. Mais le premier critérium pour être choisi, c'est le critère confiance. Ça pose problème. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir 3 personnes et 6 personnes qui sont choisies par la majorité parlementaire. Mais vous oubliez que 2 qui sont à la Cour, ils sont autonomes et indépendants. Non, mais ils coupent les cordons ombilicaux. Ça, vous ne le dites pas. Non, mais citez-nous, aidez-nous à comprendre ça. C'est là. Citez-nous au moins un cas où vous sentez que la Cour n'a pas statué sur base des visées politiques. Parce qu'on peut vous citer autant de cas. Je prends le cas des élections de la députation nationale. Je cite ici, mais c'est Ntingi Pouloulou.
il a été choisi au niveau de la CENI. Il a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Il n'a pas été confirmé. Il a été révalidé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir de revenir sur ses décisions. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'imperfections. C'est justement parce qu'il y a un problème. Comme toute œuvre humaine. Comme toute œuvre humaine. Non, il faut éviter. L'État n'est pas humain. L'État, c'est une intelligence. Non, mais cet État est incarné par des humains. Non, mais il faut éviter que les l'État, faiblesses... c'est une personne morale, incarnée par vous et moi. Il faut éviter que les faiblesses des individus impactent le fonctionnement de l'État. Voilà pourquoi nous voulons enlever tous ces écueils-là et permettre à l'État d'évoluer normalement. Nous considérons pour notre part que la Cour constitutionnelle doit être indépendante de la classe politique. Surtout de la présidente de la République et de la majorité parlementaire qui présente le Premier ministre. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut juger ces deux personnalités. Nous disons, à la 4e République, le président de la République ne fera qu'investir et non nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Nous disons, dans la 4e République, il n'y aura pas de gens qui viendront de partis politiques. Mais comment seront recrutés ces hauts magistrats, ces hauts juges? Le Conseil supérieur de la magistrature. Car là, ce n'est plus politique. Hein? Non, le Conseil supérieur de la magistrature. Et ils ne seront pas nommés contrairement au président de Cour de cassation et autres. La Cour constitutionnelle ne sera pas, on ne nommera pas. Et nous disons, au niveau de la CENI, on n'a pas besoin d'avoir les politiciens au niveau du bureau. Nous allons réduire le bureau à 7, exclusivement constitué de la société civile et dans une certaine mesure d'un juge qui fera partie du bureau politique. Un juge qui sera choisi, je ne sais pas comment, mais qui sera choisi par le Haut Conseil supérieur. Les juges de quelle instance? Non, TGI, Cour d'appel, Cour de cassation, Cour constitutionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature va nous présenter un juge qui fera partie de la CENI, justement pour constater ce qui s'est fait. Et on aura la plénière, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais cette plénière ne sera pas constituée des partis politiques, mais plutôt des délégués des candidats présidents. Il y aura une autre structure qui n'est pas encore créée, qui sera créée. Cette structure sera constituée essentiellement de la société civile aussi, qui sera chargée de récolter les données pour accompagner les candidats qui seront lésés. Ce qui veut dire que dans la configuration actuelle, on ne peut pas aller dans les réformes. De manière générale, c'est le Parlement qui initie des réformes. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, que ce soit ceux qui sont du groupe de 13, que ce soit ceux qui sont du groupe de 9, toutes choses restant égales par ailleurs, doivent passer impérativement par la majorité parlementaire. Or, la problématique que nous voulons résolver aujourd'hui est due par le fait que les institutions sont illégitimes. On ne peut pas laisser la latitude à M. Félix Tshisekedi et à sa majorité factice de mener des réformes qui risquent d'être taillées sur mesure et sécuriser leur majorité. Les institutions sont illégitimes? Les institutions sont illégitimes. Mais de quelle illégitimité êtes-vous en train de L'illégitimité parler? rationnelle. L'illégitimité rationnelle dont parle Max Weber. Prenons le cas de l'Assemblée nationale. Lorsque la lutte de PES, qui a 23 postes ministériels, grâce à cette majorité artificielle, qu'elle appelle artificielle, vous dit que cette majorité artificielle, c'est que sous-entend que cette majorité n'est pas la résultante du choix du peuple. Et lorsque les autres contestent la légitimité de M. Félix Tshisekedi, ce qui veut dire qu'on n'a pas atteint les objectifs constitutionnels. Bref, voilà pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas confier notre avenir à des gens qui n'ont pas été choisis par le peuple. Et le peuple doit récupérer son pouvoir et nous donner une nouvelle configuration. En quoi faisant? En recourant d'abord à l'article 64. C'est ça, en fait, notre vision, et c'est ça, ce que nous voulons amener à la population, si celle-ci est convaincue. Donc vous voulez activer l'article 64 effectivement, pour aboutir à la refondation de l'État. Mais là, je sens des visées obscures. Je vois en vous des velléités d'une rébellion. Non, mais en quoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Nous voulons convaincre la population. Si votre idée convainc tellement, il faut convaincre par les idées. C'est ce que nous faisons. Par les discours. Mais pourquoi passer par l'article 64
dont l'interprétation peut aussi vous rattraper. Non, le problème c'est que... C'est une disposition avec des alinéas. Effectivement. Il faut les lire intégralement. Nous l'avons lu. Le problème c'est que il y a les dispositions de l'article 5 qui reconnaît à la population un pouvoir supraconstitutionnel. Si on a mis l'article 64, parce qu'on savait qu'un jour, on aurait un président qui serait kabilocratiquement élu, on aurait des députés qui seraient choisis par la seule volonté de M. Donc concrètement, vous appelez la population à s'élever? Non, à se prendre en charge. Non, mais... Et à exiger l'avènement de la C'est carte. prendre en charge, c'est vague. À s'élever, à se manifester, à faire en sorte que nous ne modifions pas la Constitution, mais que nous changeons de Constitution qui va donner lieu à une nouvelle République, une quatrième République. Une quatrième République. Mais pourquoi ne pas passer par les institutions? Non, mais les institutions ne sont pas compétentes. Non, posez les problèmes. Non, mais on ne peut pas poser le problème auprès des gens qui sont illégitimes. Vos idées peuvent être nobles, peuvent séduire, ne vous en faites pas. Mais passez par les canaux légaux, par les instances officielles, vous posez les problèmes, nous débattons. Il y a débat, c'est aussi ça la démocratie, Alain Bolodjoa. C'est aussi la démocratie. Au lieu de passer sournoisement par l'article 64, mal interprété d'ailleurs. Non, non. Le problème c'est que nous voulons, pour y arriver, nous parlons d'un congrès fondateur. C'est-à-dire qu'un congrès qui va regrouper le politicien conscient, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui veulent voir le pays être debout, des gens qui voudraient intégrer la nécessité de repenser l'État autrement pour que nous anticipions, parce que dans 40 ans, on va totaliser 100 ans. C'est ça, en fait, notre idée. Et ces institutions, les institutions en place n'ont pas qualité, ne peuvent pas réduire le pouvoir des autres institutions. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce sont des dispositions voulues intangibles. Et cette immutabilité ne peut pas être déboulonnée par des gens qui sont créés sur base d'une disposition constitutionnelle. Alain Bolodjoa a une démarche non sans danger. Qui est derrière vous? Le peuple. Les peuples? Le peuple. Les Congolais. Mais je n'ai pas écho du sondage que vous avez fait à ces sujets. Non, mais effectivement. Oui. Non, mais attendez. Non, quand vous parlez du peuple. Non, mais le peuple. Mais quand oui. vous dites que M. Félix Tshisekedi a été élu, il a obtenu 7 50 000 voix d'après Nanga. Et la Cour constitutionnelle. Non, mais effectivement, il n'a pas eu la totalité de la population. C'est-à-dire que quand lui prétend être élu, nous considérons aussi notre démarche être légitime par le fait que personne n'a contesté notre démarche. Non, mais quand vous parlez du peuple... Il y a l'adhésion populaire. L'adhésion populaire, parce que moi je crois que sans prétention, Enjeu est peut-être parmi les premières émissions que les gens vont découvrir et à travers Enjeu découvrir ses projets, découvrir ses idées. Mais quand vous dites que vous avez... l'approbation de la population. Vous avez déjà commencé à mener campagne? Non, mais bien avant. Bien avant. La nouvelle classe politique est née pour cette vision-là. Nous voulons effectivement changer les choses, permettre à notre population de jouir de ses richesses. Et fort malheureusement, il y a un sérieux problème d'organisation, il y a un sérieux problème d'hommes. Et pour y arriver, on doit refonder l'État sur de nouvelles bases. Cette constitution résulte d'un groupe de gens. Ce n'est pas la totalité de la population, mais c'est passé par référendum. Nous adoptons la même philosophie. Nous proposons une nouvelle constitution, on va intégrer les avancées proposées par d'autres, et en fin de compte, on va soumettre à ceux qui n'auront pas adhéré par voie référendaire. Notre démarche est légale, notre démarche est légitime. Ah, voilà, par voie référendaire. Non, mais par voie référendaire. Oui. On va mettre sur... Là, vous devenez démocrate. Mais naturellement, nous restons démocrates. Dans la démocratie, dans la dictature, on ne demande pas à la population d'y adhérer. Nous voulons effectivement que notre démarche soit de telle manière. Nous voulons que M. Félix Tshisekedi et cette majorité factice ne soient plus à la tête du pays. Nous voulons mettre en place un congrès fondateur. Et le congrès fondateur va nous organiser des référendums. Mais qui va convoquer ces congrès? Les initiateurs. Mais quels sont ces initiateurs? Nous sommes là, on va convoquer le congrès fondateur. Ne tournons pas autour du pot. Nous sommes là. Nous allons convoquer le congrès fondateur. Vous allez vous réunir où c'est? Non, mais il y a des bâtiments publics. Parce que quand M. Félix et M. Kabila seront hors jeu,
on va mettre en place un comité qui va gérer la C'est un transition. hors-jeu comment? Non, mais comment? Mais la Constitution a tout prévu, l'article 64. La Constitution a tout prévu. Voilà, c'est ça notre vision et c'est ce que nous voulons proposer à la population. Au lieu de nous amener dans des réformes artificielles Alain Bolojua, et superficielles. vous ne trouvez pas que là, vous nous plongez en plein scénario digne d'un film, des fictions, ça? Vaut mieux vivre dans la fiction que dans le mensonge. Parce que dans la fiction, au moins, on est dans l'avenir, on se projette l'avenir. Mais ce que nous vivons là, c'est du mensonge. Nous avons créé une forme de mafia au niveau de l'État et ça ne profite qu'à des individus et non à l'État. Ni l'État, ni la majorité populaire. Nous voulons changer les choses, nous voulons présenter de nouveaux paradigmes qui vont permettre à notre État de changer. On va réviser la Constitution aussi pour l'article 10 de la Constitution. C'est ambigu. C'est ambigu. Parfois, vous parlez réviser, changement. Non, on doit changer. C'est-à-dire qu'on doit changer. C'est qui est vrai. Mais on peut se limiter à réviser sans changer. Non. Quand on touche à la philosophie de la Constitution, on n'a pas la même Constitution. Il y a des idées forces que nous allons adopter. Si nous prenons l'article... Ça ne vaut pas la peine de torpiller toute la Constitution alors que seules quelques dispositions sont concernées, révisables d'ailleurs. Lorsque vous touchez aux dispositions intangibles, vous avez une autre Constitution. Mais on ne touche pas aux dispositions intangibles. Nous allons y toucher. Nous voulons changer les choses, on ne peut pas rester dans la même configuration. Nous voulons changer ça pour permettre à l'État de prendre un nouveau élan et permettre à notre pays d'avancer. Si nous continuons avec cette configuration, M. Kabila et M. Félix Tshisekedi risqueront d'être le maître du jeu. Ils vont tout faire pour rester au pouvoir tout en s'entretuant et au finish, personne ne va se... Mais 3 ans, ce n'est pas si loin. Au lieu de faire ces sauts pérulés dans les vides, parce que ce que vous nous proposez là, jusque-là, je vois que nous naviguons à vue. Pourquoi ne pas attendre 3 ans? C'est pas si loin. On ira aux élections. Peut-être que la nouvelle classe politique de l'opposition va proposer des candidats à tous les niveaux. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous pouvez tout changer, n'est-ce pas? Au lieu de chercher à embraser les pays. Non, pourquoi? C'est comme si on veut nous faire voir que le pays ne reflète que l'image de M. Félix et de M. Kabila. Nous sommes au-delà de 90 millions d'habitants. Mais ils ne sont pas là éternellement. Mais voilà pourquoi nous ne pouvons pas aussi attendre mourir en silence, justement pour les laisser faire leur Alain théâtre Bolojua, au début, vous avez dit que la nouvelle classe politique de l'opposition mettait en place 3 partis seulement. Mais l'actuelle constitution, face à nos partis politiques, vous trouvez qu'il y a aussi beaucoup à dire à ces sujets? Non, mais effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème d'homonymie qui dérange déjà le fonctionnement des non, il y a des partis créés. Il y a des partis qui sont créés. Il y a d'autres qui ont des problèmes au niveau interne. Créés pour des raisons politiciennes. Mais effectivement, c'est ça la finalité d'un parti politique. Bien qu'on semble donner aux partis politiques le rôle des églises, les partis politiques ne sont que des carrefours des intérêts. Je prends le cas de ce qui s'était passé vers les années 60. Il y a eu MNC. On a créé MNC Kalonge. Il y a eu UDPS. On a créé UDPS Bar Tshisekedi. Il y en a encore d'autres qui se sont créés. Mais ce sont des vieilles méthodes. Hein? Non, mais effectivement. Mais pourquoi aujourd'hui on veut en faire un problème? C'est justement parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Je voudrais insister sur ce qui vient de se faire avec la Cour constitutionnelle. M. Bahati a saisi la Cour constitutionnelle. L'AFDC. L'AFDC a saisi la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait que la question était d'ordre judiciaire. On devait aller au niveau de cours et tribunaux pour statuer sur la question. Mais ce qui est surprenant, aujourd'hui nous apprenons que M. Bahati voudrait, étant donné que la Cour s'était prononcée, voudrait mener maintenant une démarche politique. Et vous savez, dans sa vision, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que le ministre de l'Intérieur doit statuer sur la question. La Cour constitutionnelle vous dit que le problème est d'ordre managérial, est d'ordre au niveau du leadership du parti. Et maintenant, il recourt au cash, parce que lui-même l'a cité. Il a cité le cash, il a cité le ministre de l'Intérieur et M. Félix Tshisekedi pour résoudre le problème d'un parti politique. C'est quand même surprenant.
C'est quand même surprenant. Ça, c'est un problème interne qui doit être résolu par les statuts et les règlements intérieurs. Comment le président de la République doit-il s'y mixer dans des questions qui ne relèvent même pas de sa compétence? Nulle part on a dit que le président de la République gérait les partis politiques. Nulle part on a dit que le ministre de l'Intérieur gérait Non, si des problèmes internes aux partis politiques peuvent perturber les bons fonctionnements des institutions, vous savez, le président de la République, en tant que garant de ces bons fonctionnements des institutions, peut être interpellé. Oui, mais au niveau des institutions. Pas au niveau de partis politiques. Parce que si vous avez suivi ce que notre aîné, moi personnellement, je n'étais pas contre sa démarche. Mais ce qui m'a quand même déçu, c'est de voir qu'il veut assez que le président de la République statue sur une question réglementaire. Et réglementaire dans un acte, dans un fait privé. Ne faisons pas du président de la République un dictateur, un despote. Il a un pouvoir limité. Si déjà le président de la République ne peut pas régler des questions et des institutions sur base du règlement intérieur, déjà au niveau des institutions, quid alors de partis politiques? Moi, j'aurais souhaité à ce niveau-là que l'on aille au niveau de la justice. Et la justice s'est prononcée. La justice a dit clairement que le problème doit être résolu au niveau des statuts. Il faut consulter les statuts. Parce que le problème, c'est quoi? S'il ose entrer dans ces guéguerres-là, il va ouvrir la boîte à Pandore parce que son parti aussi est concerné. Parce qu'en réalité, si vous considérez l'histoire de l'UDPS, les détenteurs des statuts de l'UDPS originelle, c'est qui basse. À un moment, on a parlé de l'UDPS orthodoxe, du vivant d'Étienne Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'il y a un problème d'homonymie. Il doit parler, il doit penser à autre chose. Et laisser M. Bahati et les autres traiter leurs problèmes. Parce que lorsque le premier ministre, le VPM, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, va s'ingérer dans ces questions-là, on sort de la démocratie, ça devient une forme de dictature. Que chaque composante joue sa partition et l'État ne doit réguler qu'au niveau des institutions. Et cela va permettre à ce que nous connaissions effectivement le développement ou sinon l'harmonie au niveau. Parce que cela peut aussi avoir des incidences sur la fibre sociale. Parce que lorsque les membres de partis, les sociétaires, sont en conflit et que vous tranchez en faveur de X, vous créez une situation qui ne sera pas maîtrisable. Vous voyez, il y a aussi un autre problème en termes de partis, par rapport au nombre. Nous pensons que dans la Troisième République, on doit plus parler, en termes de candidature de président de la République, on doit plus parler des regroupements que de partis politiques. Sauf peut-être s'il y a dans la Quatrième République. Dans la Quatrième République, on doit réduire le nombre des candidats. Parce que la difficulté avec le procès-verbal, c'est dû aussi essentiellement par rapport au nombre pléthore de candidats. Comment peut-on avoir 18 500 000 candidats pour 720 postes? C'est quand même décevant. On doit réduire parce que la qualité des élections passera inéluctablement aussi par cette voie-là. Parce que plus on réduit le nombre de candidats, plus on réduit le nombre de contentieux et plus on va réduire la durée et aussi le coût. Donc voilà pourquoi nous voulons amener la population à bien réfléchir. Nous demandons à M. Félix Tshisekedi, qui fait office aujourd'hui du président de la République, bien que n'étant pas choisi par la volonté de la population, nous demandons à ces parlementaires, que ce soit le parlementaire, l'Assemblée nationale, que ce soit les assemblées provinciales, de libérer l'espace et de laisser l'État prendre un nouvel élan pour que la population sente qu'effectivement il y a l'État. Parce que le conflit qu'il y a aujourd'hui, les difficultés qu'il y a, où il y a le président de la République qui s'ingère dans des questions de province, où il y a le vice-ministre qui pense avoir le pouvoir au-delà de la Constitution, où il y a le Parlement qui ne fait que des lois de façade, où il y a la population qui ne se retrouve pas, où l'administration est désarticulée, on ne peut pas envisager le développement d'ici 2060 avec un État dans cet État-là. Nous voulons la refondation de l'État, c'est constitutionnel. Bien que nous voulons changer cette constitution, c'est constitutionnel. Cette refondation doit passer par les canaux légaux, les voies légales. Cette refondation doit avoir d'abord une base sociologique avant d'avoir une base légale. C'est ça le principe. Parce que l'État n'est pas créé par les textes. L'État est créé par la volonté et on a normalisé la création par les textes.
Sauf peut-être si les juristes considèrent que l'État est une réalité juridique. Non. L'État a plusieurs dimensions. L'État est d'abord sociologique. C'est la volonté qui a fait de l'État ce qu'il est. Et voilà. Alain Bolodjoa, je crois peut-être pour terminer, comment voyez-vous l'avenir du pays de Patrice Emery Lumumba? Dans un avenir proche en tout cas, je vais me limiter dans l'espace. Je vois d'ici 3 ans, 2023, voyez-vous déjà l'organisation des élections, n'est-ce pas? Il y a 2 possibilités. On peut y avoir la stagnation avec M. Félix Tshisekedi et M. Kabila, comme aussi on peut connaître l'élan avec l'avènement de la 4e République. Parce que moi, je ne vois pas M. Félix Tshisekedi et M. Kabila changer grand-chose dans ces pays. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila sont le problème actuellement. Nous voulons que l'avenir soit radieux, mais cela passera. Mais s'il faut résoudre ces problèmes, c'est pas la voie des urnes. Non, mais la voie. C'est la meilleure des voies. Non, mais les urnes. 3 ans, c'est pas une éternité, Bolodjoa. Non, mais les urnes. Pourquoi pas... cette agitation? Vous n'êtes pas sûr que vous serez élu? Les urnes n'ont pas résolu le problème en 2018. Nous ne pouvons pas envisager parler des élections. Vous ne croyez plus aux urnes, non? Non, nous ne croyons plus au système électoral. Voilà pourquoi nous voulons qu'on arrive à... D'où les réformes. Non, d'où la refondation. Parce que les réformes, on va se limiter au niveau de la CENI. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller au-delà de la CENI et préconiser l'avènement de la 4e. Mais vous avez du pain sur la planche, le savez-vous. Vous devez convaincre, vous devez parler, vous devez sensibiliser pour que l'opinion vous suive sur cette voie. Non, mais l'opinion est déjà d'accord qu'il faut que l'on change de choses. Mais peut-être qu'on n'a pas préconisé ces paradigmes que nous apportons. Et nous pensons que ça va se faire, ça doit se faire, parce que c'est un impératif. On ne peut pas être géré par des mafieux, des gens qui ne veulent pas voir le pays évoluer. Et j'aurais voulu présenter mon livre. Fort malheureusement, nous sommes déjà à la fin. J'avais écrit ces livres en 2013. Je n'avais pas vraiment l'intention de le commercialiser, mais je voudrais lancer la vente. Nous parlons de la forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Nous considérons que les écologistes et les économistes doivent réconcilier leurs points de vue parce qu'au-delà des fonctions écologiques de la forêt a aussi une fonction économique. La plupart des provinces qui sont détentrices de forêts sont pauvres et ces contrats, cela demande à ce que nous mettions plus l'accent sur l'exploitation, mais une exploitation rationnelle. Et une question capitale, mais reléguée au second plan. Je crois que tout prochainement, nous aurons toute une émission spécialisée pour en parler. Merci en tout cas. Alain Bolodjoa, c'était un plaisir. Je vous libère et dans l'espoir de vous retrouver très bientôt pour d'autres questions d'actualité. En tout cas, je vous remercie. Je suis très heureux de prendre part à cette grande émission qui a une notoriété au-delà de nos frontières. Je vous félicite aussi pour la qualité et nous demandons à la population d'adhérer à notre vision. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Alain Bolodjoa avec sa rhétorique habituelle. Il n'est pas en tout cas allé par les dos de la cuillère. La nouvelle classe politique de l'opposition appelle à l'avènement d'une 4e République, c'est-à-dire tout simplement d'une nouvelle constitution. C'est un ballon d'essai. Voyons voir ce que cette idée va donner au sein de l'opinion publique nationale et pourquoi pas internationale. C'est vraiment un débat à suivre. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.